Tout autre chose à présent. Qu'est-ce que l'art indien? Pour un profane, ce qui peut venir à l'esprit en guise de réponse, c'est cette divinité. Mais le génie de l'art indien est très loin de se limiter à ce genre de représentation de Shiva, très loin de se limiter à la représentation des divinités hindoues et très très loin de se limiter à un genre ou un style en particulier. Bonjour, Vincent Lefebvre. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le génie de l'art indien. On va se pencher sur cet ouvrage très complet dont vous êtes l'auteur. Et l'idée, c'est ça, sortir du lieu commun et exposer la variété, la complexité de cet art indien. Alors, en essayant de faire un exercice de synthèse, ce qui est toujours quelque chose, un exercice un peu délicat, mais la difficulté que l'on peut avoir en Occident, en France en particulier, avec le monde indien, c'est qu'on le connaît pas, ou très peu, c'est pas enseigné à l'école, donc ça suscite au mieux des fantasmes et au pire, tout simplement de l'ignorance. Oui. Vous partez quand vous faites un grand oral sur Tintin, je crois. Ça m'arrive de commencer une conférence, effectivement, avec certaines images de Tintin. Et Hergé était un auteur de bande dessinée qui était assez bien renseigné sur le plan visuel, mais parfois il fait des rapprochements qui peuvent faire bondir l'indianiste que je suis. Mais après tout, puisqu'on est dans la semaine où sort une nouvelle version d'Indiana Jones, il faut dire quand même ce qui est. Les archéologues dont je suis aussi adorent les films de fiction, et donc c'est très plaisant de voir Indiana Jones, même si c'est absolument n'importe quoi sur le plan culturel. Ah bon, et oui, parce qu'il y a un épisode Indiana Jones qui se déroule en Inde. Le Temple maudit, oui. Le Temple maudit. Oui. Et donc c'est n'importe quoi. Ah oui, là, enfin, il y a toujours deux, trois petites choses, mais on est un peu dans le fantasme et on est dans le cinéma surtout. Vous êtes directeur de la conservation et des collections du musée des arts asiatiques, le musée Guimet à Paris, très connu. Et ce livre est aussi une façon d'exposer ce que furent les regards des Occidentaux, justement, sur cet art indien. De l'Antiquité à nos jours, ces Occidentaux ont-ils été à la peine pour saisir les codes de cet art ? C'est pas qu'ils étaient plus à la peine que vis-à-vis d'une autre civilisation qui leur a été étrangère au départ, c'est qu'ils ne se sont pas forcément toujours donné les moyens de les comprendre, parce que, et en fait, ça, d'autres l'ont dit avant moi, en particulier un grand historien anglo-britannique, anglo-indien, pardon, Parsamiter, qui a étudié la réception depuis le Moyen-Âge, où finalement l'Europe a beaucoup projeté ses propres fantasmes vers cette civilisation lointaine, mais avec lesquelles il y avait quand même des échanges commerciaux, donc on connaissait de loin, et voilà, derrière ces divinités pleines de bras, pleines de têtes, etc., on voyait des représentations du diable. Ouais. Donc c'était un petit peu le fantasme du paganisme. Ouais. De gros problèmes effectivement d'adaptation par rapport à cet art, parfois avec des figures fantastiques. Durant le 19e siècle, un passionné d'architecture indienne, James Ferguson, a rédigé des travaux très fouillés, très sérieux d'ailleurs, sur l'art et l'architecture indienne. Et voici ce qu'il écrit. Bien qu'estimable, estimable déjà le terme, l'art indien ne saurait égaler celui des Grecs. Ce parallèle avec les Grecs. Le parallèle avec les Grecs, en fait, pour un homme, un Britannique ou un Européen du 19e siècle, c'est la référence absolue. Ils ont tous fait du latin et du grec à l'école. C'est l'horizon indépassable, l'art grec. Donc c'est la référence commune, et on compare à... Voilà, on découvre progressivement l'art indien au 19e siècle, on va l'étudier de plus en plus sérieusement, et pour établir des éléments de chronologie, de comparaison, on parle de ce qu'on connaît. Alors, illustration de la confusion sur certaines œuvres, on va en regarder une en particulier. Il s'agit d'une femme qu'on a pris pour une Amazone au départ. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette... Alors, en fait, c'est pas tout à fait une femme, c'est plus compliqué que ça. C'est un être androgyne. C'est une représentation, on a vu Shiva tout à l'heure sous une forme très populaire, un chromo, très assez kitsch. Voilà. Et là, c'est dans l'iconographie de Shiva, il y a une forme où il se combine avec son épouse, Parvati, et donc vous avez la moitié du corps qui est celle de Shiva, l'homme, et de l'autre côté, c'est la partie féminine, donc Parvati.
bâti. Résultat, il n'y a qu'un seul sein, enfin donc du côté féminin, du côté gauche. Et donc ça c'est quelque chose qui est très courant dans toute l'iconographie indienne. Mais cette image en particulier, qui date du VIe siècle, c'est une sculpture très monumentale. Elle se trouve dans un temple creusé sur une île qui est en face de ce qui est devenu Bombay aujourd'hui. Donc c'était un des points d'arrivée des premiers voyageurs au XVIe, XVIIe siècle. Donc ils découvrent ça, ils se demandent bien qui a pu le faire. Et un personnage qui n'a qu'un seul sein, pour eux, encore une fois, avec une bonne culture classique, ça ne peut être qu'un Amazon. Voilà. Ce qui n'était absolument pas le cas. Le génie de l'art indien, on pourra en discuter pendant des heures. Une manière aussi de se plonger mais pas seulement dans l'art indien, mais aussi dans l'histoire de ce pays, de ses religions, de ses sciences, comme celle très spécifique et étonnante des unités de mesure. C'est aux éditions des Belles Lettres. Merci, Vincent. Merci de votre invitation.